ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les rouges et noirs. Bienvenue dans le lundi, c'est Rosie, menu copieux. Aujourd'hui, on va revenir d'abord sur la déroute rennaise à Monaco. Samedi, les rouges et noirs balayés 4-0 sur le Rocher. Prestation inquiétante que l'on va disséquer. Projection aussi sur la suite. Rennes qui enchaîne dès demain, déplacement à Marseille pour un 8e de finale de Coupe de France entre deux équipes malades. Le mercato à la loupe aussi. Beaucoup de mouvements côté rennais cet hiver. Le lundi, c'est Rosie, la 95e. C'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Salut tout le monde, merci d'être avec nous, que vous nous écoutiez en podcast, que vous nous regardiez sur la plateforme France Télé ou sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne 100% Stade Rennais, ici Armorique, pour ne rater aucun de nos contenus et notamment votre émission, votre rendez-vous hebdomadaire avec les Rouges et Noirs toutes les semaines, tous les lundis soirs. Nos intervenants du jour côté expert, l'ancien directeur du centre de formation Rouges et Noirs et ancien coach de Sedan, Brest ou Nantes notamment, Landry Chauvin. Salut Landry. Bonsoir. Et on a un peu une connexion AS Vitré parce que on le sait assez peu, Landry, mais vous avez été joueur de l'AS Vitré vous aussi. 4 ans, comme votre voisin de table qui a été formé au Stade Rennais, évidemment, et ancien joueur de l'AS Vitré. Moins brillant. Moins brillant. Bah oui. Vous ou lui, moins brillant? Moins brillant. Ouais, ok. Parce qu'il a quand même fait aussi contre-pro, non, à Dijon Ouais, ok, non, apprenti. Quoi. Apprenti. À l'époque, c'était l'apprentissage du football. Moi, je retiendrai que vous avez été le capitaine de Paul Pogba. Merci. En équipe de France jeune. Elliot Sorin est avec nous. Salut Elliot. Bonjour François. Nos supporters, il a sans doute passé un meilleur samedi que nous. C'est le speaker du Tour de France, la voix du Tour de France, Damien Martin, mais aussi la voix du tennis de table. Comment ça va, Damien ? Ça va très bien. Un très bon samedi parce que vous avez assisté, et pas qu'un samedi, d'ailleurs une belle semaine, la belle semaine de notre chouchou, de nos habitués aussi du lundi, c'est Rosie, Jules Roland. Ouais, exactement. Moi, je présentais un événement international en tennis de table à Lille et derrière mon micro, avec le cœur plutôt supporter, effectivement. Ouais, notre Rennais Jules qui est allé en finale en simple, la première finale de sa carrière d'ailleurs sur le circuit international, à domicile, dans une ambiance géniale. Donc c'était un joli moment. Ouais. Finaliste en simple et vainqueur en double avec Exactement. Léo de Nodrest. Ouais. Donc une très très belle semaine pour Jules Roland qu'on salue, lui aussi amoureux des Rouges et Noirs, et puis surtout il a fait quelque chose d'extraordinaire quand même. Damien, racontez, c'est vous qui l'avez vécu. Oui, on propose généralement aux joueurs de choisir leur musique d'entrée sur les gros matchs, notamment pour la finale, et lui a répondu directement: je veux rentrer sur Jeanne Masse en rouge et noir, donc ça fait une belle présentation, j'ai trouvé. Une très belle présentation, mais son cœur est rouge et noir, c'est normal, Jules Roland. Voilà, sa belle semaine, on le salue. À vos côtés, le dessinateur Hervé qui croque chaque semaine l'actu du club sur Stade Rennais Online. Salut Hervé. Bonsoir. On va avoir d'ailleurs votre dessin suite à cette déroute du côté de Monaco. Vous avez choisi, vous, de croquer Sébastien Szymanski. Voilà, le nouvel arrivant. 2 matchs pour Sébastien Szymanski. 2 bouts de match. Lorient, Monaco, pas un but marqué par le Stade Rennais. Donc, je le dis pour les gens qui nous écoutent en podcast parce que tout le monde ne le voit pas. Là, les gens qui sont sur YouTube voient, mais pour les gens qui ne voient pas, donc c'est Sébastien Szymanski, après ses 2 premiers matchs avec Rennes, qui nous dit: mais qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi? Effectivement. Il doit se poser la question, le Polonais, en ce moment. Bon, on espère le voir aussi, peut-être le voir dans une meilleure forme, parce que bon, pour l'instant, ces 2 premières entrées, on lui laissera un peu plus de temps, mais on n'a pas encore vu grand-chose de Sébastien Szymanski. Mais bon, je pense qu'il a un petit peu de ballon, le Polonais. Allez, on débriefe tout de suite cette défaite 4-0, c'était samedi à Monaco pour le Stade Rennais. Et on débrief sans jingle, allez, on change, c'est pas grave. on peut faire ça, on va passer tout de suite au vif du sujet. C'est un naufrage, je le disais, sur le Rocher. 4-0, but monégasque signé Fati, Koulibaly, Akliouche et Idumbo. Est-ce que, messieurs, première question, c'est selon vous la pire prestation rennaise cette saison, Landry Chauvin? J'ai pas vu tous les matchs dans leur intégralité, donc je pourrais pas dire. En tout cas, celle-ci, elle était assez insipide, faut le reconnaître. Ouais, bien insipide, Elliot, selon vous? Ouais, dans le contenu, c'était très, très moyen et le résultat est du coup, pour une fois, peut-être à la hauteur de la prestation du Stade Rennais. Ouais, logique pour vous, il n'y a pas de scandale sur ce 4-0? Non, après ça peut vite tourner comme d'habitude par rapport au début de match, mais sur le contenu total, non. Hervé, pour vous? Ouais, complètement d'accord. Pour moi, c'est le pire. Là, franchement, en plus, ça a été de pire en pire au fur et à mesure du temps. Donc, parce qu'il y en a eu des scores fleuves cette saison. Il y a eu Lorient, il y a eu Paris, mais là sur le contenu, ouais, Monaco. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Damien? Oui, Allez. je partage aussi. Mais je crois que sur un match complet, là, le constat est très clair. J'ai le souvenir de quelques mi-temps cata, comme la deuxième mi-temps à Nantes, le match à domicile contre Lens, où on avait joué tout le match à 11 contre 10. Mais là, c'était un cran au-dessus quand même.
en termes de Ouais. de constats désagréables à faire. Ouais. De niveau global. Qu'est-ce qui vous a le plus gêné dans cette prestation rennaise, Landry Chauvin, vous qu'est-ce qui l'a le plus manqué, on va dire, à nos Rouges et Noirs pour exister dans cette rencontre? J'ai eu l'impression de voir une équipe assez scolaire qui récitait une leçon et qui n'avait pas d'étincelle, qui a des joueurs qui respectaient leur poste, leur zone. Or aujourd'hui, le foot moderne, c'est des joueurs hybrides et je trouve que Rennes est en ce moment dans un registre où les joueurs sont trop respectueux quelque part. Ils n'arrivent pas à sortir du cadre, peut-être, c'est ça? Complètement. Et ça a déjà commencé contre le Havre, puis Lorient, et on l'a encore plus ressenti à Monaco. Elliot, qu'est-ce qui a le plus manqué pour vous? Moi, le ressenti que j'ai eu, c'était un sentiment d'impuissance vraiment sur le match. On sentait vraiment pas Rennes capable de faire quelque chose sur Non. l'ensemble. J'étais à la Pivardière hier et je parlais avec un ancien recruteur d'un club de Ligue 1 qui me disait que quand Rennes récupérait le ballon, il avait l'impression que le but était à 200 mètres. Il m'a dit, genre, j'avais ce sentiment tout de suite d'impuissance pour les Rennais quand ils récupéraient le ballon d'Amiens. Qu'est-ce qui vous a le plus gêné dans cette prestation rennaise sur un constat assez global? Moi, j'ai le sentiment que l'équipe, elle s'est de nouveau un peu endormie dans l'état d'esprit. On perd aussi ce lien entre les joueurs, quoi, la notion d'équipe, tout simplement. J'ai pas eu l'impression de voir une équipe sur le terrain jouer ensemble, quoi, défendre ensemble, attaquer ensemble. Et puis cette équipe, c'est une équipe de cycle. Donc on a eu 2 mois très compliqués, 2 super mois ensuite. Et là, j'espère qu'on ne retombe pas dans un cycle de 2 mois. Vaudrait mieux pas, sinon- parce qu'il y a du lourd qui arrive. Eh oui. Après, effectivement, les cycles, ils peuvent peut-être nous faire sortir un moment. On parlera des perspectives pour le Stade Rennais, de cette zone aujourd'hui européenne. Rennes y est toujours, hein, à la faveur, on va dire, de résultats aussi favorables. Toulouse et Strasbourg qui n'ont pas gagné, mais Rennes est toujours 6e. Le niveau technique, Hervé, non, il est inquiétant sur ce match-là de la part de nos Rennais. Là, je pense que oui, c'est un des pires matchs au niveau technique qu'on ait vu clairement. Là. Ça manquait non seulement d'intensité, après, comme le disait Landry, c'est beaucoup trop prévisible aussi. Les gars sont beaucoup trop prévisibles et quand en plus techniquement ça ne suit pas, donc là il y avait... Ouais, je vais poser la question, pourquoi une telle inoffensivité? Landry, là je parle aux techniciens, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à amener du danger? Je crois qu'on finit le match à 0,42 XG, enfin, c'est une prestation très inquiétante, c'est une prestation d'équipe qui est réduite à 10 au bout d'un quart d'heure, hein, 0,42 XG pour vous donner un petit peu une idée. Ce qui a été la grande force du club et les 2 mois qui se sont bien déroulés, c'est que dans chaque trajectoire de passe, le futur receveur avait 2 ou 3 possibilités de passe à effectuer. Et là, on a l'impression que quand il reçoit le ballon, c'est uniquement quand le joueur reçoit le ballon que les solutions commencent à s'offrir à lui, mais c'est trop tard parce que l'équipe adverse a anticipé. Il y a un gros manque de mouvement sur ces derniers matchs, mais j'espère que ça va revenir. Manque de mouvement, ou des joueurs qui se cachent aussi peut-être. Il y en a qui peut-être qui perdent un peu de confiance et qu'on voit moins de fait, qu'on a moins envie d'aller au ballon, Elliot. Est-ce que Moi, je trouve au niveau en fait, du contenu, le plan de jeu depuis début de saison, je le trouve toujours un peu flou. Et il y a eu cette période de réussite où là, on avait de l'énergie, on avait un peu plus de réussite et du coup, la confiance arrivait avec. Et là, dès qu'on retourne dans une phase où ça tourne plus dans notre sens, on n'a plus de repères, des incertitudes et les joueurs sont comme s'ils n'étaient pas relâchés, et crispés et ne trouvaient pas de solution. on voit déjà des gens qui s'en prennent à Habib Beye après ces résultats. C'est quoi sa responsabilité selon vous dans les résultats actuels dans ce match de Monaco, Hervé? Est-ce que vous en voulez particulièrement au coach ou il y a autre chose qui est derrière tout ça? Ce serait éventuellement sur la motivation des joueurs, parce que là, Vous trouvez que c'est la motivation? Il y a- Moi, c'est marrant, je trouve qu'il y a les courses, j'ai pas de problème d'attitude, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se connecter, ils ne se comprennent pas, ces joueurs. Moi, j'ai ce sentiment que, comme disait Elliot, peut-être que comme le projet tactique est encore parfois un peu flou, les connexions sont pas évidentes, ils courent, mais pas il y a forcément à cette bon escient. responsabilité, mais je pense que les joueurs n'ont pas du tout été bons sur ce match-là, parce que moi je pense à une occasion qui a eu un peu le tournant du match, où il y a Camara qui a le pôle à servir, c'est un but tout fait normalement, et ça doit faire 1 là, et ça peut éventuellement remettre l'équipe dans le match. Parce que la première demi-heure, elle n'est pas catastrophique dans le sens où le match bien reste sûr. équilibré, quoi. Avant le premier but, c'est assez équilibré. Ouais, voilà, ouais. La responsabilité du coach, vous la placeriez où, Damien, s'il y en a une à trouver? De ne pas avoir le plan B, peut-être, parce que c'est vrai qu'on est cloisonné dans un système. Pendant 2 mois, le cycle qui a bien fonctionné, le danger venait des couloirs, et là, les couloirs, on les voit plus parce que probablement que nos pistons sont bien bloqués par les équipes adverses. Et là, il ne se passe plus rien, quoi. Donc, on n'avait pas de créativité dans l'équipe. Là, on en a encore moins. Il y a
plus de solution comme ça, visible. Et c'est Alors, le rôle du coach d'avoir un une plan B. solution à apporter, quoi. Il y a eu une tentative de plan B quand même, Landry. Je me retourne vers le tacticien. On est passé quand même en 4-4 de losange à partir des changements à la 55e minute. Bon, ça n'a pas trop porté ses fruits. Il y avait 1-0 avant, il y a 4-0 à la fin du match. Mais vous avez l'impression qu'il l'a un peu fait de manière forcée, Habib Beye, pour dire bon, je vais changer quelque chose, ou qu'il y a vraiment quelque chose qui est travaillé derrière ce changement un peu de système en cours de match là. Ouais, j'assiste pas aux entraînements à la Non, bien Piverdière, sûr, bien sûr. Mais votre ressenti, voilà, sur le coach, sur ce rappelez-vous qui ce fameux match de Toulouse qui est le premier tournant de la saison où Habib Beye se prive de joueurs importants, voilà, Fofana, joueurs qui 10 cadres, c'est doux. Et comme par hasard, il y a ce déclic qui se passe. Peut-être qu'aujourd'hui, Il y a besoin d'un nouveau déclic. le nouveau déclic pour moi serait surtout au niveau de l'animation de l'équipe qui serait peut-être à changer. Faire marcher davantage la concurrence. Et je pense aujourd'hui que revenir à une défense à 4 est sans doute la solution pour apporter un peu plus de Je variété. pense qu'il est sur la même piste que vous, Habib Beye. On l'entendra quand on parlera de la projection sur le prochain match de Marseille, vous verrez. Il l'avait déjà annoncé à la sortie du match contre Monaco. Il nous en a reparlé cet après-midi en conférence de presse. Il y aura des changements d'hommes, de système d'animation a priori dans les jours à venir. On va l'écouter déjà, Habib Beye, quand même nous parler de cette période compliquée, d'essayer d'expliquer pourquoi ça se passe moins bien en ce moment. C'était la réponse du coach rennais à la sortie du match face à Monaco samedi soir au stade Louis II. Écoutez Habib Beye. Il faut la vivre tranquillement, il faut être apaisé par rapport à ça. C'est notre 5e défaite, oui, c'est la 2e de suite. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas enchaîné 2 défaites de suite. Ce qui est sûr, c'est que le calendrier est difficile, on le savait. Mais pour autant, il faut être très calme. On a eu 3 mois où on a presque tout gagné, où on était vraiment dans un bon moment. Là, on est dans un moins bon moment, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut rester calme, serein. À moi de me remettre en question sur les choix et sur l'équipe. On a un match qui arrive très vite mardi en Coupe de France. Et au vu de la proximité des 2 matchs, ça nous permettra aussi de voir d'autres joueurs. Pour justement continuer à créer cette émulation qui s'est un petit peu perdue ces dernières semaines. Voilà, Habib Beye qui nous explique ce que je vous disais, qu'il y aura sans doute de nouveaux joueurs. Vous l'accueillez comment, cette prise de parole du coach? C'est plutôt une bonne nouvelle selon vous? Ça peut piquer un peu l'effectif, le réveiller, Elliott Sorin? Forcément, après, il y a aussi ce côté calendrier qui l'oblige peut-être un peu à faire tourner aussi, c'est ce qu'il dit en et substance en aussi. plus, vu qu'il y avait quand même un cercle un peu vicieux qui commençait à arriver, ce match, il peut être très positif, mais il va être très compliqué aussi. Ouais, on verra sur ce qui se passera mardi au Vélodrome, demain d'ailleurs exactement. Est-ce qu'il y a une Rongier dépendance? C'est quand même la question qu'on peut se poser après ce match. C'était seulement le 2e match raté par Valentin Rongier. Le premier, c'était le 0-0 contre Lens à 11 contre 10. Ça avait déjà pas été grandiose côté rennais. Hervé, est-ce qu'on est dépendant de Valentin Rongier? Alors peut-être pas totalement dépendant, mais effectivement, ça aurait été plus simple pour équilibrer l'équipe, défensivement, pour boucher les trous, pour faire relancer propre. Ouais, ça manquait techniquement, clairement là. Ouais. Damien? Ouais, il a une importance capitale dans l'équipe parce que c'est un peu le dépositaire du jeu aussi. C'est lui qui lance beaucoup d'offensives. C'est lui qui vient casser les actions aussi sur les phases de transition. Et ça nous a beaucoup manqué quand même samedi soir où on s'est fait transpercer très facilement sur la moindre transition monégasque. Donc il a beaucoup manqué. Ouais. C'est ça, il y a eu un milieu de terrain quand même qui s'est fait manger dans les grandes largeurs, qui a été un peu inexistant. Et je parle pas que de Djaou Cissé qui remplaçait Valentin Rongier poste pour poste. Je crois qu'on peut prendre les 3 globalement. Landry, est-ce qu'on est dépendant de Rongier? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce milieu de terrain à Monaco? Dépendant de Rongier, ça fait un peu penser à Benjamin André quand il n'est pas là à Lille. On a le sentiment que l'équipe est un peu orpheline. C'est un peu embêtant quand même quand on veut jouer l'Europe parce qu'on sait très bien qu'un joueur ne va pas faire l'intégralité de toutes les rencontres dans une saison. Et alors moi, c'est mon moment. Vous savez très bien que je défendrai toujours les garçons qui sont issus de la formation, mais je trouve qu'on tombe un peu trop facilement sur Djaou Cissé cette saison. Avec moi, vous êtes bien, je suis son grand défenseur aussi. Et quand on est privé de Valentin Rongier, mais qu'on a fait un recrutement, qu'on a pris Camara,
qu'on avait Seko, Fofana. Si à un moment donné, c'est pas ces joueurs-là qui doivent prendre le lead quand Valentin Rongier n'est pas là, c'est un petit peu dommage quand même, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est mon petit. C'est pas Adjaoui Cissé, grosso modo, de devenir le leader, en tout Il cas. peut l'être, mais c'est comme quand Ayoub Boadi à Lille, je reprends encore l'exemple de Lille, Ayoub Boadi sans Benjamin André, c'est pas le même Ayoub Boadi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous pose aussi la question, Elliot Sorin, de la Rongier dépendance ou non, et on écoutera d'ailleurs Habib Beye répondre aussi à cette question. Je me rappelle, je l'avais un peu évoqué après Lens quand j'étais venu. Et en fait, c'est un de nos meilleurs milieux de terrain qui est un leader, qui a de l'expérience. Donc c'est logique qu'il manque dès qu'il n'est pas là. Mais en tant que Stade Rennais, c'est vrai qu'on a des solutions pour normalement. On doit pas sur un match. on doit pas sombrer comme ça parce qu'il manque Valentin Rongier. C'est ça, mais est-ce qu'on a quelqu'un qui peut gérer cet équilibre dans l'équipe qui est vachement important, qu'on voit pas forcément tout le temps à la télé, mais qui est primordial dans une équipe comme ça. Ouais, le joueur science du jeu, le joueur QI foot qui va faire des choses qu'on ne voit pas comme ça à l'œil. Rongier, où il est très présent, c'est qu'il parle énormément. Où il est très important, il parle énormément à ses coéquipiers. On le voit sur les plans larges en permanence. Il a toujours les bras qui sont en activité. Et c'est dommage que quelqu'un ne soit pas en mesure de prendre ce lead derrière lui, quoi. Damien. Madi Camara, j'ai le souvenir de la causerie sur le terrain juste avant de rentrer au vestiaire où c'est lui qui prend la parole. Moi, je pense qu'il pourrait avoir ce rôle-là, Madi Camara, mais j'ai le sentiment qu'il joue beaucoup trop sur le terrain. Il joue presque en position de meneur de jeu, alors qu'il n'a pas ces qualités-là, à mon sens. Non, il percute, il s'en fout. Moi, je trouve qu'il a une tendance à s'empaler quand même souvent dans le bloc un petit peu adverse, Madi Camara. Après, s'il est intéressant offensivement. Enfin, à Brest, Camara, il a. À Brest, oui, mais à Rennes, franchement, on n'en a pas pas la vu qualité beaucoup, technique Madi pour Camara, jouer, offensivement, près de moi, la je surface. trouve. Il a fait des centres, là, il aurait dû faire une passe D aussi. Il aurait pu. Non, moi je trouve que c'est son poste, mais après, oui, il peut prendre plus d'importance au niveau. Ouais, du caractère. Après, voilà, c'est un caractère, joueur qui est arrivé cet été. Elliot, vous voulez rajouter Et quelque chose ouais, mais c'est ce qu'on lui demande, des courses, mettre du volume. Alors après, niveau lucidité, c'est plus la même chose quand on reçoit le ballon. Ouais, effectivement. Il se dépense beaucoup, Madi Camara. Toujours sur la Rongier dépendance, on a posé la question à Habib Beye. Voilà, est-ce que votre équipe, est-ce que ce 4-0 prouve une dépendance à Valentin Rongier? Écoutez la réponse de l'entraîneur rennais. Je pense que c'est plus par le leadership qu'il nous apporte dans notre structuration et dans le calme qu'on doit avoir au milieu de terrain et sur sa qualité bien sûr technique qui nous permet d'avoir un peu plus de maîtrise. Il est un petit peu le régulateur de cette équipe et aujourd'hui, sans lui, on a l'impression qu'il n'y avait pas de leader. Et c'est pour ça que de temps en temps, je mets aussi en avant, lorsqu'il y a des périodes difficiles, ce leadership qui nous manque beaucoup. Et aujourd'hui, j'attendais beaucoup plus de ces leaders-là qui n'ont pas été, à mon sens, techniquement à la hauteur. Pas dans l'engagement, je leur ai dit, même contre Lorient, on a été engagé pendant 100%, ils donnent tout. Il n'y a pas de problématique d'engagement. Mais dans ces matchs-là, et je le dis souvent, c'est que ces gros matchs-là se gagnent aussi par le leadership technique, c'est d'être capable de rivaliser avec l'adversaire, ce qui nous a manqué ce soir. Maintenant, comme je dis très souvent ici et comme je dis tout le temps, c'est ma responsabilité à moi de trouver les solutions pour que cette équipe, dès mardi, soit très performante à Marseille. Voilà, il met quand même un petit tir à ses leaders. Habib Beye, il dit le problème, c'est qu'il a du leadership et que là, les autres que j'attends en tant que leader ne se sont pas montrés dans ce rôle-là. C'est un peu ce qu'on disait, non, Landry? On ne l'a pas forcément ressenti, effectivement, chez d'autres. Là, sur les joueurs qui étaient sur le terrain, qui est-ce qui doit amener ce leadership parmi ceux qui étaient présents? On a évoqué Madi Camara. D'ailleurs, quoi, Brice Samba, Brelem Bolo, peut-être, dans ces joueurs-là? Oui, bah c'est un petit peu, c'est les joueurs dont on vient de parler. Mais moi, ce qui est intéressant dans ce que dit Habib Beye, c'est que il a certainement, s'il dit ça en conférence de presse, c'est qu'il a dit ça dans le vestiaire. Oui. Et ensuite, lui, il se décharge pas aussi. Hein, il assume complètement son rôle et ses responsabilités. Donc, ça reste collectivement qu'il faut remettre un petit peu d'ordre sur ce passage un peu mitigé en ce moment. J'ai une stat un peu dure pour Habib Beye, je vous la donne. C'est la 5e défaite depuis qu'il est arrivé sur le banc du Stade Rennais. On a fêté les 1 an, c'était en fin de semaine dernière, c'était vendredi, les 1 an de l'arrivée d'Habib Beye au Stade Rennais. 5 défaites par 3 buts d'écart ou plus en Ligue 1 sur 35 matchs dirigés. Ça fait quand même 1 match sur 7. C'est beaucoup quand même pour Habib Beye. Qu'est-ce qu'elle dit, cette stat? Parce que dans les points par match, il est encore, on va dire, dans la moyenne haute des entraîneurs du Stade Rennais qu'il a pris, mais il y a cette tendance à la fessée, on va dire, si je puis me permettre. Qu'est-ce que ça peut signifier, Landry, pour vous? Moi, je regarde toujours. Le plus important, c'est d'abord les points par match, bien sûr. parce que c'est ça qui va déterminer le classement. Après, c'est-à-dire que ces équipes, elles lâchent un moment, peut-être que je sais pas. Je pose vraiment la question. Là, si vous avez des hypothèses, donnez-les-moi. Moi, je comprends. Je pense Hervé que, d'une part, ouais, peut-être ça lâche un petit peu, mais après, je pense qu'on a une équipe joueuse aussi. Je pense qu'il a voulu faire un effectif avec les pistons pour ouvrir le jeu, et donc quand ça
quand ça suit pas, quand les matchs sont pas techniquement propres, hein, forcément là. Ouais, On s'expose, tous quoi. d'élite, Damien C'est ça. sur Ouais, ça je les ai pas vus lâcher totalement, mais sans doute qu'après le deuxième but encaissé, c'est une équipe qui perd ses moyens ensuite et voilà, le match est plié. Elliot, vous en avez vécu des matchs ou des saisons comme ça où peut-être vous preniez plus de fessées que d'autres ça Oui, peut arriver. oui, ça Ça arrive arrive, et hein. c'est souvent lié aussi à un déséquilibre qu'on crée nous-mêmes parce qu'en fait on perd un 0, on se dit on va vite revenir ou on Ouais. va faire plus d'efforts, mais on se déséquilibre et on laisse des espaces. Après, ouais, et puis on prend assez tôt les buts là, comme contre Monaco dès le début de deuxième mi-temps. Après, c'est vrai que niveau confiance, c'est compliqué. J'ai posé la question la semaine dernière après le match contre Lorient. Maintenant, on va se projeter dans la perspective. On va mettre un petit peu à part le match de Marseille. On va rester sur la perspective Ligue 1. Est-ce que ça vous inquiète ? Je rappelle les prochains matchs de Ligue 1. On va juste jouer les deux premiers du championnat. Lens là-bas et Paris à domicile. Est-ce que ça vous inquiète en l'état actuel de là où en est le Stade Rennais à ce moment-là de la saison ? Ces contre-performances-là, ou est-ce qu'il n'y a pas encore le feu au lac tout est encore possible à remettre d'équerre. Vous êtes dans quel état d'esprit ? On va commencer par les supporters. Hervé, vous êtes comment à ce moment de la saison ? Tout va bien, c'est normal pour le Stade Rennais. Non, mais je plaisante, mais ils font jamais ce qu'on attend d'eux, donc C'est ils vrai. peuvent retourner la situation contre Paris ou Lens. Ouais, vous n'êtes pas encore plus inquiet que ça Sur le match de Monaco, on devrait, mais Elle est surprenante cette équipe, on a voilà, du mal voilà, à, donc, on a c'est du mal à l'analyser. c'est imprévisible. Chaque Donc, semaine, c'est toujours en tout cas, il y a le talent pour. pour inverser les choses. Ouais, ouais. Damien. À très court terme, je suis un petit peu inquiet dans l'optique de prendre des points rapidement. Après, comme le foot est un sport de cycle, je me dis que d'ici la fin de saison, je garde espoir de rester dans le match pour l'Europe jusqu'au bout. Hein. Landry, est-ce que ça peut avoir un impact là ces trois contre-performances La même chance, d'affilée, c'est le match de Coupe de France demain, qui vient casser un peu la routine du championnat. Et en cas de résultat positif demain, tout va repartir naturellement. Très bien, Elliot. Pas inquiet parce que je trouve qu'on est globalement à notre place aujourd'hui. Certes, il va y avoir à court terme 2 matchs très compliqués, mais Ceux qui doivent être au-dessus, ceux qui sont les plus cohérents sont déjà au-dessus, on va dire, et puis après ça va se jouer avec ceux avec C'est qui ce on que se je bat pense, aujourd'hui. ouais. Ouais, je pense que c'est un petit peu ça aussi. Il est difficile aujourd'hui de dire qui prendra l'avantage à la 34e journée dans les équipes qui se battent aujourd'hui, on va dire pour les 5e, 6e places sans doute dans ce championnat de Ligue 1. Allez, on va faire très très rapidement parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur les tops et les flops. Voilà, c'était tellement un naufrage. On va faire très très vite sur les tops et les flops de ce Monaco-Rennes. Les tops et les flops du lundi. Comme chaque semaine, j'ai deux personnes qui n'ont pas donné de flop et elles se trouvent toujours du côté des anciens joueurs. Mais... Il y a une petite éclaircie pour moi. Ah, c'est vrai, vous m'avez Ouais, dit... j'ai bien aimé la rentrée du petit Elias, et je trouve que sur 2-3 prises Ah, vous de êtes sur les balles dans tops, la là, on était surface. sur les flops. Mais... Ouais, mais non, parce que Oui, les flops, allez-y, je les sais, flops, surtout sur ce match. quand une équipe prend l'eau comme ça. prend l'eau, on peut pas citer un joueur. Pour moi, c'est le. Donc Elias, Elias le genre qui... Ouais, et je pense que lui, ça peut devenir un très grand si on le laisse travailler, parce qu'il a fait 2 ou 3 trucs où il a éliminé son adversaire direct dans la surface. Attention, c'est de haut niveau. Il faut dire qu'il a été très bien formé puisqu'il a eu notamment un certain Théo Rosy, un ancien coéquipier d'Eliott Sorin au Stade Rennais comme éducateur du côté du CO passé. Les flops, donc les gars, vous m'en avez pas mis. Hervé, vous m'avez dit L'équipe dans sa totalité. l'équipe dans sa Là, je totalité, voilà. Et puis avec Damien, on a essayé de jouer le jeu, vous m'avez dit. Ouais, un flop collectif. Moi personnellement, je suis un peu plus triste pour Diawy Cissé. J'aurais bien aimé justement, en l'absence de Rongier à ce poste-là, qu'on retrouve le Cissé qu'on avait découvert sur ses premières apparitions avec Rennes en 6, où il avait été très bon. Et il n'a pas réussi à profiter de cette opportunité. Je pense qu'il manque beaucoup de confiance et il ne va plus dans les duels. Et je pense que c'est une question de confiance. L'année dernière, il faisait des fautes, il était parfois en retard, mais il était dans les duels. Vous voyez ce que je veux dire ? Il allait sur la récup. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se planque un peu quand l'équipe n'a pas le ballon et je pense pas que ce soit ce qu'il est. Je pense que c'est surtout une question de confiance pour Diawy Cissé. Il faudra que ça revienne. Moi, j'ai mis Quentin Merlin, que j'ai trouvé cataclysmique, qui avait fait des bons matchs à ce poste de milieu de terrain avant cela. Là, il a été pour moi un petit peu en dessous du reste, même si ils étaient nombreux à être en dessous. Très rapidement, les quelques tops. Landry nous a déjà donné le sien. Hervé, vous avez un top. C'est vrai qu'on a envie de leur rendre hommage, surtout après ce match. Le parquage rennais qu'on a bien entendu, même si à Monaco c'est pas trop difficile de se faire entendre, mais ils ont couragé jusqu'au bout. Ils étaient 300, je crois. Ouais, 200 ou 300, je crois.
C'est pas mal. Rennes Monaco, c'est comme ça quand même. C'est la France Donc voilà, du nord-ouest au sud-est. je sais pas si c'était nombreux à venir de Rennes, mais oui, c'était quand même. Si, pas mal. alors c'était le RCK globalement qui était là. Et je sais parce que j'en ai vu à la pive après le lendemain. Donc les mecs ils sont quand même venus pour certains venir voir la Gambardella dans la foulée en rentrant de Monaco. Ils sont arrivés à Rennes à 14h. Le match était à 14h30 à la pive pour la Gambarde. Donc gros coup de chapeau à eux. Et Ils étaient là. au moins, voilà, c'est les. On les salue, bravo pour ce dévouement. Et puis surtout d'avoir fait ce déplacement avec ce match. Pour vous, le top, Damien Martin. Qu'est-ce que j'ai dit moi Bon, ça ne rappelait plus de ce que vous avez dit. Vous m'avez dit la charnière avec Boudlal et Jacquet. Ouais, on en a pris 4, mais le moins pire, ils ont été livrés à eux-mêmes. J'ai l'impression qu'ils ont un peu moins pris l'eau que. Mais on voit même, c'est vrai, dans un match où on prend 4-0, je suis d'accord avec vous. Moi j'ai mis Jacquet, mais j'aurais pu aussi mettre Aïd Boudlal. On voit quand même leur qualité même dans ces matchs-là. En fait, ils ont quelque chose ces deux joueurs-là. Et d'ailleurs, on va pas mal parler de Jacquet dans un instant, mais. On peut capitaliser sur eux pour la suite, c'est clair. Il faut s'appuyer sur cette charnière-là. Ouais, sur Jacquet, la suite, pendant quelques mois. Voilà, quelques mois encore. On va profiter de Jérémy Jacquet. Voilà pour les tops et les flops. Tout de suite, on va jouer le quiz. Et puis juste après, on va avoir une bonne page Mercato. Justement, c'est pour ça qu'on parlait de Jérémy Jacquet. Il y a pas mal de choses à dire. Il se passe des choses. Le Mercato qui se termine à 20h. Enfin, vous, quand vous verrez l'émission, le Mercato est fini. Nous, peut-être quelques infos qui tomberont en cours. En tout cas, on va parler des quelques pistes. Mais juste avant ça, on joue le quiz dans le lundi, c'est Rosie. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Le bâton, alors on m'a dit de pas dire le bâton de Bourbotte. Le bâton de Bourbotte, c'est l'objet que les équipes se passent en Ligue 1. Quand une équipe bat l'autre, elle redonne le bâton du nom de François de Bourbotte, qui était le premier capitaine de Lille, qui est la première équipe à avoir gagné un match du championnat de France professionnel. Donc il faut que je change de nom. Donc voilà, on va trouver. Le bâton de Pinel, je pense que voilà, étant le... On a le droit de l'appeler. On appelle un ami, Fabrice Pinel. On lui passe un coup de fil. Mais voilà, on va l'appeler le bâton de Pinel. Fabrice qu'on salue comme chaque semaine dans l'émission. Le quiz, il va porter sur les matchs entre Marseille et Rennes en Coupe de France. Ça va être le 14e affrontement entre Marseille et Rennes dans l'histoire en Coupe de France. Donc imaginez bien. Je pense que c'est sans doute la confrontation qui a le plus eu lieu dans l'histoire de la compétition. En même temps, ce sont deux clubs historiques qui existent depuis le début de la Coupe de France, qui ne sont jamais sortis du professionnalisme. Donc voilà, on peut imaginer que ce soit assez logique qu'il y ait eu autant de Rennes-Marseille. Vous connaissez les règles, vous donnez le nom de l'équipe pour prendre la main, expert ou ancien joueur pour Elliot et Landry, et puis supporter pour Damien et pour Hervé. Première question, messieurs. En 2006, Marseille et Rennes s'affrontent en demi-finale de Coupe de France au Vélodrome. Défaite sèche des Rennais 3-0. Un match plié dès la pause. Quel Marseillais ouvre le score dès la première minute de jeu? Il disputera la Coupe du Monde avec les Bleus. Supporter. Ribéry. Franck Ribéry, bien vu. Absolument, un petit rush. On a mis une jolie photo de Franck Ribéry qui célèbre pour... que vous voyez un petit peu. Kaiser Franck, c'était à son époque marseillaise, il avait fait un petit numéro sur son premier but, il avait cassé les reins à 2-3 Rennais. Il a pas pris un coup franc de Taïwo aussi. Et voilà, et j'allais dire, et pour ceux qui ont vu ce match, moi je m'en souviens, je l'avais vu en direct, le coup franc de Taïwo qui avait failli décapiter Monterrubio, qui s'était baissé dans le but, le ballon lui passe au niveau de la tête et Monterrubio fait comme ça, il se baisse pour pas mourir parce que la frappe de Taïwo était d'une violence sans nom. 1-0 pour les supporters. Deuxième question. En 2024, c'est récent, c'est le dernier affrontement entre les deux équipes en Coupe de France, 16e de finale, Rennes-Marseille au Roazhon Park, victoire rennaise au tir au but après un nul 1-1. Quel Rennais inscrit le dernier tir au but victorieux? Supporter Nagida, 2-0 pour les supporters, absolument. Ils sont bons nos supporters là qui ont déjà une balle de match. Boubacar Nagida, auteur donc de ce tir au but décisif. Troisième question, c'est un vrai ou faux? Vrai ou faux, Rennes et Marseille se sont déjà affrontés dans une finale de Coupe de France? Vrai. Supporter. Pardon, vrai. Vrai, bien joué. C'est peu su, hein. Bravo Damien Martin. C'est une bonne réponse, quelle année ça? En quelle année? Oui, vous vous demandez, évidemment. Aucun d'entre nous n'étions nés. 1929. C'était en 1935, exactement. En 1935, Bravo. Une victoire 3-0 Bravo. des Marseillais. Et on voit, c'est une vraie image d'archive, une photo pour ceux qui nous regardent sur YouTube des célébrations du titre marseillais. Bravo les supporters qui ont déjà remporté le match. On va faire les deux dernières questions pour du beurre. 3-0, mais on va terminer quand même ce quiz. Quatrième, lors du parcours vainqueur des Rennais en 1971. Il y a une demi-finale aller-retour entre Rennes et l'OM. Victoire de l'OM 1-0 à l'aller à Marseille. 2-1 pour Rennes au retour et victoire au tir au but des Rennais. Qui inscrit les deux buts rennais dans la victoire 2-1? C'est aussi le joueur qui inscrira l'unique but de la finale pour les Rouges et Noirs. Supporters André Guy, Damien Martin. Injouable au quiz. C'est Monaco. André Guy? Non. Oui, Damien, c'est Monaco, oui, 4-0. Voilà. Donc on s'arrête là. On s'arrête là ou vous en prenez un cinquième?
Je leur laisse l'opportunité de vous en mettre un 5e. On va voir s'ils sont capables ou si vous allez sauver l'honneur. Eliott Sorin On est parti et pour. Landry Chauvin. La dernière question. Voilà. C'est de la culture club. Franchement, certains doivent savoir cette réponse. 5e question. On est toujours dans cette demi-finale retour de Coupe de France 71. On est toujours route de Lorient, entre Rennes et Marseille. Quel personnage majeur du club aujourd'hui est alors aux premières loges pour assister à la qualification rennaise en tant que ramasseur de balles? Expert, monsieur Expert. Pinault. Lequel? Le fils. Le fils, bien vu Landry. François-Henri Pinault, absolument, qui était ramasseur de balles. Une anecdote qu'il raconte à peu près à chaque vestiaire, paraît-il, pour l'anecdote. Voilà, il y a des gens qui l'ont entendu plusieurs fois au club. Et effectivement, monsieur François-Henri Pinault était ramasseur sur cette rencontre. Une anecdote assez sympa. Bon, il a eu peut-être 2-3 passes droits pour y accéder, mais ceci dit, je dis ça, mais à l'époque, 71, son papa n'était pas encore propriétaire du club, loin de là. On a dû attendre encore 27 ans pour le voir acquérir le Stade Rennais. Allez, tout de suite, on va débattre. On va parler mercato dans le lundi c'est Rosy. On va parler mercato, on va parler identité, on va parler formation, on va parler gros sous aussi dans le lundi c'est Rosy. On débat dans le lundi c'est Rosy. Et oui, parce que c'est officiel pour Kader Meïté qui part pour plus de 30 millions d'euros à Al Hilal en Arabie Saoudite à 18 ans seulement. Pour Jérémy Jacquet, ce n'est qu'une question de minutes sans doute pour l'officialisation. Au moment où on se parle, il va quitter Rennes pour plus de 70 millions d'euros, bonus compris. Pour Liverpool, il va rester jusqu'en fin de saison, selon nos confrères d'Ouest France, parce que certains médias parlent de prêt jusqu'à la fin de saison. Ce ne serait pas le cas, ce serait un transfert différé, c'est-à-dire que tout est signé aujourd'hui pour que tout soit effectif à partir du 30 juin et de la fin de cette année de contrat de Jérémy Jacquet au Stade Rennais. D'autres choses officielles aussi pour donner quand même un petit peu tout. Fofana prêté à Porto, c'est officiel aussi depuis aujourd'hui. Yassir Zabiri, l'attaquant de Famalicão, le Marocain, vainqueur de la Coupe du Monde du Vin et meilleur buteur de la Coupe du Monde du Vin, devrait lui aussi arriver. Habib Bey, pas trop pris de pincettes tout à l'heure pour nous parler du joueur, donc ça devrait être effectif. Et puis, juste avant le début de l'émission, on a eu une autre info, on va peut-être en parler, qui est plus surprenante, je dois dire, en tout cas de mon point de vue. Rennes qui voudrait se faire prêter Arnaud Nordin, l'ancien ailier de Montpellier et de Saint-Etienne, qui est aujourd'hui à Mayence. Arnaud Nordin, hasard ou pas, qui a le même agent que Jérémy Jacquet. Voilà pour les petites infos mercato. Ce dont je voulais qu'on débatte pour commencer, on va après pouvoir parler un petit peu de chacun, de tous les profils, de ce qu'on en sait, est-ce que ça nous plaît ou pas. C'est du centre de formation rennais. Sur ce mercato, ça va faire quand même plus de 100 millions d'euros dans les caisses du Stade Rennais. Sur les 10 dernières années, je suis allé remonter 400 millions d'euros rapportés par les ventes de joueurs du centre de formation. En plus, on a un ancien directeur du centre de formation qui est ici, donc ça va être très bien pour en parler. Et je me pose cette question, et les 400 millions, juste, c'est sans les bonus, sans les indemnités de formation, sans les bonus performance, les pourcentages revente. Donc, on est sans doute un peu encore au-delà de ces 400 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas surtout une machine à cash ? Le centre de formation rennais, on parle beaucoup d'identité, ça doit être la fierté, c'est ce qu'on nous dit, il faut être fier de ce centre de formation rennais. Mais est-ce que finalement, c'est pas surtout le centre, le modèle économique du Stade Rennais, tout simplement, sans que ce soit forcément négatif, mais avant d'être l'identité, c'est son modèle économique. Hervé, vous avez envie de répondre ? Là, je pense que vu le niveau des droits télé en ce moment, c'est obligatoire. Malheureusement, on aimerait tous garder nos meilleurs joueurs. Déjà qu'avant, c'était relativement compliqué. Maintenant, on n'a plus le choix. Ouais, donc vous comprenez. Vous comprenez ça ? J'ai du mal à l'accepter, mais oui, je le comprends. Mais alors, quand on vous dit, Hervé, il faut être fier de ce centre de formation, de l'identité rennaise, c'est la formation, est-ce que vous arrivez à l'entendre aussi, ça ? On voudrait qu'ils restent plus longtemps, bien sûr, et après on les forme, c'est des bons joueurs, on gagne des Gambardella, donc c'est pas négligeable non plus, des choses comme ça. Mais c'est le modèle économique qui prime là. L'obligation économique pour le Stade Rennais, mais c'est vrai, il faut le dire. Aujourd'hui, le Stade Rennais a besoin de ses ventes pour vivre, en fait. On parle toujours de l'actionnaire, il y a l'actionnariat, M. Pinault, mais ne serait-ce que par les règles du FBF, il peut pas juste mettre des sous pour combler, on va dire, les pertes en permanence du club. Le centre de formation ramène des sous. Comment vous vivez un petit peu
ce paradoxe rennais, voilà, cette ambiguïté entre ce centre de formation dont on doit être fier, mais qui en même temps nous ramène ses sous. Damien Martin, vous le vivez comment? On s'y est un peu habitué depuis quelques années déjà. On parle de Rennes quand même pour ces jeunes, puisque ces jeunes, ils restent pas très longtemps, mais ils jouent quand même. 6 mois, 1 an et demi. Bon, voilà, on en profite un tout petit peu, mais ça reste notre ADN. Et comme le dit Hervé à mes côtés, voilà, c'est le modèle pour exister, pour rester à haut niveau en tout cas, pour pas rentrer dans le rang totalement. Si on veut rester dans les 6-7 clubs qui comptent en France, on se doit effectivement d'avoir une manne financière qui nous permet ensuite de recruter. Après, c'est toujours pareil, il ne faut pas se manquer sur le recrutement suivant. Et c'est ça le problème. On n'arrive pas à faire chez nous. Ouais, voilà. Donc c'est ça le problème. Pour vous, c'est finalement, on ne tire pas assez de bénéfices sportifs derrière chez les pros de ces ventes. C'est ça. C'est que sportivement, on n'évolue pas. Donc effectivement, de vendre Jérémy Jacquet, faire le record du club à plus de 70 millions d'euros, c'est pas un trophée, c'est pas des émotions. Ouais, voilà, on va pas le mettre à la galerie des légendes. Jérémy Jacquet, bravo, tu nous as. Mais c'est pas anodin d'avoir de l'argent, il faut s'en servir à bon escient, quoi. Landry Chauvin, j'ai très envie de vous poser une question un peu piquante. Est-ce que quand on est directeur du centre de formation, vous l'avez été, comment vos supérieurs hiérarchiques vous demandent de travailler? Alors il y a l'aspect technique, la formation, mais est-ce qu'on vous dit aussi, droit dans les yeux, il faut aussi que votre travail ramène des sous au club? Oui, je vous le dis parce que c'était complètement vrai, mais déjà du temps de Patrick Rampillon auparavant. De toute façon, aujourd'hui, avoir un centre de formation, c'est pour alimenter ton équipe première et 2, pour apporter de l'argent. Il faut arrêter de se voiler la face, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, autant il y a encore 3 ans, les droits télé étaient la principale source de revenus pour le club et les ventes de joueurs formés la seconde. Aujourd'hui, là on va vivre 2026-2027, d'après tous les économistes, ça va être la pire saison au niveau des droits télé. Donc aujourd'hui, les clubs sont obligés de prendre les devants. Et là, vous pouvez voir tous les mouvements qu'il y a eu sur ce mercato, ce ne sont que des jeunes joueurs. Et encore, les Rennais ont la chance de les avoir fait jouer et vend très très bien, ce qui n'est pas le cas pour d'autres encore. Donc, Jacquet, pour vous, c'est... Tu peux pas refuser ça. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais alors moi, c'est marrant parce que 70 millions, c'est le montant que je donne et on s'est beaucoup moqué de moi ces dernières semaines. Donc je suis un petit peu content qu'ils partent pour 70 millions. Pour ça, parce qu'on en avait débattu, Damien, en plus ensemble. Le dernier qui est parti pour autant, même pas, c'est Lenny Goro. Oui, voilà. Mais moi, je pense qu'il vaut ça dans l'état actuel du marché, c'est-à-dire dans un état du marché des défenseurs centraux qui est quand même un peu compliqué parce qu'à part Arsenal, des charnières avec 2 centraux performants régulièrement dans les grands clubs européens, il n'y en a pas beaucoup. Donc les jeunes à fort potentiel comme Jérémy Jacquet, ils sont très scrutés par les meilleurs clubs, par les clubs anglais. Il a des caractéristiques typiques foot anglais. C'est un des joueurs qui gagne le plus de duels aériens en Europe, en tout cas en pourcentage de duels aériens gagnés. Il peut jouer haut dans une équipe dominante parce qu'il va vite. Moi, je trouve que je ne suis pas très étonné du montant parce qu'en plus les clubs anglais ont cet argent-là. Donc, ce qui est fantastique là, c'est parce que j'y étais, c'est toute l'équipe. Les 2005. Quand je dis vous avez vu un petit peu les 2005, ce qu'ils ont ramené en sous au Stade. Ce qui est important, c'est pas un trophée, mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'exprimer auprès des confrères de l'équipe ce samedi-là. Aujourd'hui, la France est au niveau du Portugal et des Pays-Bas d'il y a quelques saisons. C'est-à-dire que tu es obligé de vendre. Là où il faut essayer de les copier, c'est pas essayer, c'est les copier. C'est là où ils sont très forts pour y être allés souvent, le Benfica Lisbonne et surtout le Sporting de Lisbonne. C'est que quand ils ont identifié le joueur à potentiel qui allait être vendu, ils ont déjà le remplaçant. Et c'est là où les clubs français, pour pas citer le Stade Rennais, on n'est pas encore suffisamment fort pour cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais que Meïté va partir puisqu'il a marqué des buts importants. Donc, est-ce qu'on a le remplaçant à la maison ? Oui ou non. Si on l'a pas, Zabiri, c'est une recrue de scouting apparemment quand même. C'est pas une recrue parce que Arnaud Nordin par contre, c'est pas le même style. Quand on prend c'est pas le même style, mais justement, est-ce que c'était pas logique de prendre un autre style, sachant que Kader Meïté avait déjà un style quand même peut-être un peu trop similaire à celui de Brel Mbolo pour les associer. Après, il y a deux manières de voir les choses. C'est est-ce que il faut prendre un. Alors, on considère qu'Mbolo c'est le même style que Meïté. À ce moment-là, d'accord. Mais
Où ils sont très forts, les clubs portugais, c'est que quand ils vont recruter, notamment en Amérique du Sud, parce que c'est facile pour eux, ils prennent jamais des joueurs qui ont plus de 23 ans. Ouais. Mais il y a la Donc, langue des joueurs aussi à pour eux, plus-value. c'est plus facile. Tu vas recruter un Brésilien, il est lusophone, il arrive au Portugal, Mais il parle la langue. aujourd'hui, Rennes doit devenir un club par lequel qui doit être capable de former des joueurs à fort Pour les vendre, à fort potentiel, et aussi capable d'attirer de jeunes joueurs. Et c'est pour ça que les recrutements d'Aïd Boudlahal, du jeune Marocain qui va arriver devant, sont très intéressants, parce que c'est uniquement la raison de vivre des clubs français aujourd'hui. Ce qu'on avait fait avec un Jérémy Doku, quelque part, même si le mec qui avait été vendu avant, c'était Rafinha. Eliott, vous avez été formé au Stade Rennais. Ce qu'on vous a demandé, il faut que tu ramènes des sous, Eliott. Il faut que tu sois vendu cher. On m'a pas proposé 70 millions pour que je parte. Alors... 70 000 peut-être. Ouais, encore. Non, moi je trouve aujourd'hui, par rapport au modèle économique, Rennes est obligé de passer par là. On a des jeunes joueurs qui sont performants, ils vont être vendus, ça sert à rien de les garder contre leur gré. Ça fait partie du business. Après, je suis d'accord avec Landry, il faut avoir une politique de recrutement qui colle logique pour que le sportif c'est ça, pourquoi en bénéficie, que l'équipe première en bénéficie aussi sur ses résultats en fait, parce que pourquoi nous on n'aurait pas des pépites d'autres clubs justement, parce qu'on est quand même mais c'est toujours ce qui est dur aussi, c'est qu'on va dire, si on recrute une pépite d'autres clubs, est-ce qu'on bloque pas un mec du centre qui aurait pu prendre cette place-là? Mais après, c'est un tableau de bord que l'on faisait. Et c'est au même poste, on sait que lui va partir dans les 6 mois, dans les 1 an. Est-ce qu'on a quelqu'un sur place? Si on n'a pas, on prend quelqu'un à l'extérieur. Voilà, mais tous les clubs font ça. Hervé? C'est là que la filière marocaine, j'allais dire, il semble qu'ils se mettent en place des relations privilégiées. Donc c'est intéressant, là, dans ce cas-là, on parlait le de Maroc qui Benfica forme avec de le mieux en Brésil. Nous, on peut avoir un peu ce même c'est vrai, fonctionnement, avec des joueurs qui peuvent être francophones, parfois, pas toujours, mais c'est vrai que vous avez travaillé en plus au Maroc, Landry, ça bosse de mieux en mieux. L'Académie Mohamed VI, aujourd'hui, c'est une référence presque mondiale, je dirais, dans ce qu'elle fait, parce qu'elle n'a pas de club en plus de vraie structure, on va dire, pro au-dessus, de clubs phares. Mais aujourd'hui, j'espère qu'une partie de l'argent gagné sur ces transferts de jeunes joueurs issus du centre va être réinvesti aussi dans la formation. Aujourd'hui, Rennes doit être capable de prendre l'élite de l'élite partout, quoi. Ouais. Mais moi, chez les joueurs et dans l'encadrement. Moi, je vais vous dire, moi, j'espère, après, c'est pas à moi de le dire, mais que les gens qui travaillent aujourd'hui au centre de formation, après un mercato d'hiver comme ça, ils auront une petite prime, quoi. Enfin, c'est bête à dire, mais bravo à eux aussi. Moi, je l'ai tweeté hier. Il faut saluer aussi ces gens-là. Habib Bey a dit récemment, on a aussi travaillé, nous, le staff pro. C'est vrai, le staff pro aussi, il valorise, mais avant, tous les gens qui ont bossé, vous savez, que ces joueurs-là deviennent ce qu'ils sont devenus. Le premier qui va chercher Jérémy Jacquet à la gare, c'est le responsable de la vie extrascolaire du centre de formation. Si ce jour-là, l'accueil n'est pas bon sur le quai de la gare à Rennes, tout de suite, la famille Jacquet se dit tiens, on a été mieux accueillis là ou là, parce que lui, il a fait déjà beaucoup de clubs. Donc, tout le monde est important, quoi. Tout le monde est important. Chaque petite composante, les profs, la structure scolaire, tout ça. Tu ramènes ça. Et Eliott, allez-y. J'ai dit, tu ramènes ça à une entreprise, un retour sur investissement, je peux me dire. Il est énorme. Je sais pas ce que ça a coûté de développer un Jérémy Jacquet au Stade Rennais. Il y a 1 an, on a déboursé, je crois, 900 000 euros pour le faire revenir en prêt. Casser le prêt, ouais, c'est ça. Et il y a des gens qui disaient, on doit repayer pour prendre notre joueur. Je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt bien fait. On a plutôt bien fait. Je vous propose, parce que j'ai posé la question aussi, la même question que je vous ai posée, plutôt celle que j'ai posée aux supporters sur comment on vit ça. Est-ce que, à un moment, on n'en a pas un peu marre de vivre par la procuration de ces jeunes joueurs qu'on voit briller dans des grands clubs européens et de se dire, on n'en tire pas des bénéfices immenses non plus sportivement en équipe première. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'en pense Habib Bey? Je lui ai posé la question sur cette dichotomie entre cet actif économique qu'est le centre de formation et cette identité qu'on voudrait un petit peu nous forcer, dont on voudrait nous forcer à être fiers. Écoutez Habib Bey sur ce qu'en pensent les supporters. Je comprends qu'il y ait de la déception de la part des supporters, et je la comprends totalement. Mais ce que je veux dire aux supporters, c'est qu'on ne doit pas être des bini oui-oui, on ne doit pas être naïf de la situation du Stade Rennais. Nous sommes un club formateur. Et qu'aujourd'hui, de penser qu'on peut garder ce type de joueurs comme pourrait le faire l'Olympique de Marseille, comme pourrait le faire le Paris Saint-Germain, comme pourrait le faire des équipes qui sont beaucoup plus sur cette scène européenne tous les ans, même si, je le dis, et je le dis toujours, ça fait 2 ans que Rennes n'a pas connu l'Europe, mais avant ça, il y avait eu 6 ans d'Europe. La réalité, c'est que sur ces joueurs-là, on ne peut pas les garder. C'est une réalité. On aimerait, mais on ne peut pas. Parce qu'il y a ces sommes-là, et il y a aussi la volonté des joueurs de connaître autre chose.
J'ai parlé avec Kader, j'ai discuté avec lui. Il était hors de question pour lui de rester au club. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le garder? Mais aujourd'hui, vous avez quoi du joueur derrière? C'est vous le privez d'aller chercher ce qu'il pense être le contrat de sa vie ou l'opportunité de sa vie. On ne peut pas rivaliser sur ça. Donc je comprends les supporters et je suis tout à fait en phase avec ce qu'ils peuvent ressentir sur l'identité, sur l'attachement. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'à ces montants-là, il est impossible de garder un Jérémy Jacquet, par exemple. Il dit des choses très intéressantes sur Kader Meïté, sur Jérémy Jacquet, sur ce qu'est le Stade Rennais aussi. Moi, quelque part, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'en fait, le centre de formation n'est pas trop excellent aujourd'hui pour l'équipe pro, ce qui fait qu'on a ce souci de ne pas pouvoir les conserver plus longtemps. En fait, on a un tel niveau d'excellence dans les joueurs qu'on forme que très vite, ils vont être forcément chassés par des plus grands clubs. Landry, non, il faudrait que les pros arrivent à remonter encore un petit peu leur niveau pour qu'on puisse les conserver. Quand un jeune est vendu à ces sommes-là, c'est un travail qui remonte entre 7 et 10 ans avant. Hein. Parce que les garçons aujourd'hui sont repérés à 10-11 ans, hein, et il y a tout ce suivi qui est fait. Donc c'est un perpétuel recommencement. Et aujourd'hui, le Stade Rennais excelle dans ce domaine-là. Ouais, mais le Stade Rennais, moi je le disais, les pros là, c'est logique aujourd'hui vu le niveau des pros finalement que ces mecs-là restent pas. C'est ce qu'il dit. Oui, mais moi ça ne me gêne pas. C'est la récompense pour eux et c'est la suite logique d'aller dans les plus grands clubs européens. On rivalisera jamais avec Liverpool lorsque Liverpool veut un joueur du Stade Rennais. Nous, ce qui nous embête en tant que supporters, c'est la suite. Avec justement cette manne financière-là, on n'arrive jamais à capitaliser là-dessus. Allons chercher des Valentin Rongier à tous les postes. Voilà, des joueurs performants tout simplement parce qu'on se trompe trop souvent. Allons dans le dur du sujet, je vais y aller cash. Quand vous entendez que le Stade Rennais veut faire Arnaud Nordin en prêt après avoir récupéré plus de 100 millions d'euros, Damien Martin, vous vous dites quoi? Bon, là je dirais que c'est... Alors peut-être... Non, mais je suis peut-être un peu dur. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à peut-être une relation d'agent. comprendre. Après, c'est plus une opportunité là, à l'instant T, parce qu'on n'a pas d'ailier et que s'il peut nous dépanner 6 mois pour faire des bouts de match en fin de match sur des blocs bas, etc., pourquoi pas, voilà. Mais c'est pas une vision long terme, je pense, si on pense à Arnaud Nordin. Hervé? Ouais, je pense que voilà, c'est une opportunité, mais ça se fera aussi, je pense qu'il anticipe un petit peu un changement peut-être tactique ou défense à 4 et des vrais ailiers plutôt que les pistons. Du coup, on s'est dit, on va l'option, reprendre on va les dire. ailiers de Montpellier qui est descendu en Ligue 2 en 2024-2025. Nordin, c'est pas un Altamari, mauvais Nordin sur les ailes, pourquoi pas après tout, hein? C'est pas un mauvais joueur, Nordin. Si on veut jouer une 6e place en fin de saison, il peut nous apporter quelque chose. Ouais, vous pensez? Ok, très bien. Landry Chauvin sur Nordin. Oh là là, je vous ai vu faire la tête. Elliot? Moi, j'avoue, je ne l'ai pas vu jouer depuis un moment. Donc... Il est à Mayence aujourd'hui, 19 matchs et aucune contribution décisive. 0 but, 0 passe. Okay, En Bundesliga, qui est sur quand même les pas le statistiques. championnat le plus compliqué. Il semble qu'à Montpellier, t'es Saint-Etienne, non? Ouais, il y a eu Saint-Etienne et Montpellier. Et là, il est à Mayence. Saint-Etienne, je crois qu'il fait milieu de tableau l'année où il a Saint-Etienne. Non, il descend aussi. Bon, voilà, Landry nous rassure pas des masses sur le profil d'Arnaud Nordin. Parlons plutôt du profil, en tout cas moi qui me chauffe un peu plus. Yassir Zabiri, parce que certains savent 2-3 choses sur Yassir Zabiri. Landry peut-être, vous avez regardé la Coupe du Monde du vin, j'imagine. Oui. Dites-nous un petit peu ce que vous en avez vu. Oui, c'est un garçon, il va pas falloir que les supporters l'attendent comme le Messi immédiatement. Il va avoir besoin de travailler. La chance qu'il a, lui, c'est qu'il est déjà passé par une équipe européenne. Famalicão, en l'occurrence, où il est Famalicão. aujourd'hui. Mais il va lui falloir un certain temps. C'est un garçon un petit peu... Ça peut être un très bon complément de Fabrice Lepol au départ. Esteban Lepol, Fabrice, pardon, son papa. Ça peut être un très bon complément. Après, il aura encore besoin de s'étoffer. Il est un peu brut, c'est quoi Là, non, physiquement un peu. Ouais, un il peu a léger. besoin de s'étoffer, de prendre un peu de masse. Et ça va être tout le travail. À mon avis, le Stade Rennais fait un bon coup en le prenant dès maintenant. Parce que là, pendant 6 mois, là, ça va être tout ce travail pour construire l'athlète qui n'est pas encore tout à fait. D'accord, donc là, on compte pas sur lui, on va dire, à court terme pour être tout de suite décisif. J'espère qu'il va l'être, mais n'attendons pas monts et merveilles de cette saison. Laissons-le travailler, s'acclimater, et c'est l'année prochaine où il va pouvoir exploser, à mon avis. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur Yassir Zabiri? Quand vous avez vu le nom, ça vous a Je ne l'ai pas vu jouer, je l'ai Non. jamais vu jouer, donc je peux pas. Damien? Non, moi non plus, mais première réaction, j'espère que ce n'est pas un Ibrahim Salah bis. Ouais, d'accord, effectivement. Après, par rapport au profil, je pense qu'il y a un temps d'adaptation parce que on voit les profils numéro 10, attaquant, ça met du temps parce qu'on n'a pas non plus
un jeu très maîtrisé ou Non, ouais. offensif. Donc, C'est vrai qu'il va pas arriver dans un contexte tactique très clair aussi. On va voir comment il s'en sort. Moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup à son sujet, je vous la raconte. Que son sélectionneur du Maroc U20 a raconté à la sortie de la Coupe du Monde, donc remportée par Yassir Zabiri et le Maroc. Yassir Zabiri, je le redis, qui a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde U20, avec un doublé en finale notamment. Et donc son sélectionneur raconte dans une interview après la compétition que Famalicão, à la base, voulait pas le libérer. Donc, à 2 reprises, Famalicão a fait savoir à la Fédé marocaine non, désolé, Zabiri ne partira pas avec vous. FIFA, ouais. Oui, parce que c'est hors date FIFA. Voilà. Donc, les clubs ont le droit de retenir leurs joueurs. Zabiri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son capitaine, il est allé voir le capitaine de Famalicão, il lui a dit est-ce qu'on peut aller parler au coach ensemble. Ils sont allés parler au coach et il a demandé au capitaine de traduire et de lui dire voilà, je veux que tu lui fasses comprendre que je veux y aller, que ce sera bénéfique pour le club et pour moi, enfin pour tout le monde en gros. Le coach lui a dit écoute, d'accord, mais tu prends un risque. Là, il commençait à cette époque-là seulement à faire des entrées en jeu. Il n'était pas vraiment titulaire à Famalicão. Le coach lui a dit tu prends un risque de vraiment reculer dans la hiérarchie, de perdre ta place au profit de celui qui aura joué pendant ton absence. Zabiri lui a répondu je serai champion du monde avec le Maroc, je serai meilleur buteur de la Coupe du Monde et quand je reviendrai, je me battrai pour ma place de titulaire. Aujourd'hui, il est titulaire. Il a gagné la Coupe du Monde. Il est champion et il a été meilleur buteur de la Coupe du Monde. Je la trouve, elle dit quelque chose, non? Ça a l'air d'être un caractère. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il faut que, même si c'est hors date FIFA, il faut que les clubs. Ces compétitions sont des compétitions hyper formatrices où tu peux briller. Parce que s'il ne fait pas la Coupe du Monde du 20, il n'est pas vendu, je sais pas, 10 millions, je crois. Ouais, autour de Stade Rennais. Ouais. Et je reconnais quelqu'un qui a traversé la DTN là. Non, j'ai surtout une obligation. Moi, j'ai surtout fait la Coupe du Monde en Argentine. Il me manquait 33 joueurs. Donc, mais c'est comme ça. J'ai eu 33 refus de. Ça devrait être une obligation d'honorer une sélection nationale. Ouais, en Espagne, il y a une loi. Il y a une loi en Espagne qui, pour les joueurs qui sont licenciés sur le territoire espagnol, ils peuvent pas refuser. Voilà, sur Yassir Zabiri, rien à rajouter sur le mercato. Je pense qu'on a fait le tour. D'ailleurs, on a été très très long. Je me rendais pas compte le temps à passer. On va se projeter un petit peu sur Marseille maintenant. Il ne reste plus beaucoup de temps dans le lundi C'est Rosy pour parler du déplacement demain en Coupe de France. Les enjeux du prochain match dans le lundi C'est Rosy. Marseille-Rennes, ouais, c'est un duel d'équipe patraque. Marseille qui sort d'une semaine terrible entre son élimination ubuesque en Ligue des Champions après une défaite 3-0 face à Bruges et un but du gardien de Benfica, Troubine, qui nous avait fait mal aussi au Stade Rennais, pour ceux qui s'en souviennent. C'était le gardien du Shakhtar qui avait été énorme sur la séance de tir au but en Ligue Europa en 2022-2023 et qui, ce week-end, menait 2-0 chez le Paris FC et patatras 2-2 avec notamment un péno dans les arrêts de jeu. La pression, elle est sur l'OM, non, messieurs? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Damien, avant ce match. Vaut mieux être rennais là, dans ce cas-là ou... Moi, je suis pas sûr. Alors, la pression, elle sera sur Marseille, oui. Nous, c'est pas du bonus, mais on n'est pas favori sur le papier quand même d'un match au Vélodrome en coupe. Donc la pression est sur Marseille parce qu'ils se doivent d'aller chercher un trophée. Le PSG n'est plus dans la compétition. Tout est possible là-bas. Il faudra marquer, je pense, les premiers pour que ce soit un peu le feu dans le Vélodrome, que les tribunes affichent leur mécontentement, et voilà, que les Marseillais se décomposent un peu. Ce qu'on avait fait un peu dans un contexte un peu différent. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 5-2 là, avec le 3-0, ils étaient rentrés dans le stade. Hervé, ce match-là, comment vous l'envisagez? Pas du tout, je sais pas du tout. Vous savez pas du tout? Ah non, non. Bah écoutez, pour que vous sachiez, puis après on fera réagir rapidement Elliot et Landry sur ce match. On va écouter Habib Beye qui, je vous le disais, réfléchit à changer des choses face à l'OM. Écoutez Habib Beye avant ce Rennes-Marseille. C'est un petit casse-tête intéressant. J'avais parlé de changement forcément vu la proximité des deux matchs et celui qui arrive ensuite. Vous savez que j'aime pas non plus faire des rotations trop importantes parce que je trouve que pour l'équilibre de l'équipe, c'est pas forcément une bonne chose, mais par moment, au vu des situations, on est obligé de le faire un petit peu plus que d'habitude. Il y aura aussi éventuellement des changements sur l'animation et sur le système, on en avait parlé, il faut qu'on entrevoie d'autres choses. Est-ce que c'est le match parfait pour le faire? Je ne sais pas, mais de toute façon, c'est un peu ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. En passant en 4-4 de losange, en ayant des joueurs un petit peu plus techniques à l'intérieur, ça nous permet aussi de voir ce qui peut fonctionner. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura une animation différente sur le match de Marseille. Voilà, Habib Beye qui nous le redit. Il y aura des changements. Vous imaginez quoi? Parce que cet effectif, il n'est pas non plus très large. Rongier est toujours incertain pour ce match. Pas certain qu'on prenne le risque de
le faire jouer titulaire, on verra. Landry, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans l'esprit d'Habib Beye là, comme changement? Je trouve qu'il n'y a rien de... Moi, je manque peut-être d'imagination, je vois rien d'évident. Après, moi, j'adore le 4-3-3. Donc, Vous, un 4-3-3, par exemple. Oui. Avec Arnaud Nardin et Zabiri sur les ailes. 4-3-3, 4-2-3, comme vous appelez ça comme vous voulez, mais un 4-3-3, je pense que le Rennes a la possibilité. Vous mettez qui sur les ailes dans ce 4-3-3 en l'état des choses? Vous me posez une question. Altamari Blas, non, mais par exemple. Altamari Blas, peut-être. Blas à droite. Oui, pourquoi pas. Mais non, mais je dis ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup des ailiers. C'est quand même ce qui a posé pas mal de problèmes au Rennais depuis le début de saison. Ok, donc 4-3-3 pour vous. J'ai vu le match de Marseille au PFC et franchement, ils ont fait 80 minutes de très bonne facture. Je suis d'accord, attention. Moi, Ils ont une puissance offensive qui est impressionnante quand même. 10 buts marqués sur les 3 derniers matchs contre des clubs français. Et puis attention à la bête blessée aussi. Marseille, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Marseille. Elliott, et puis ils vont vouloir réagir et ils ont les joueurs pour, je pense, niveau mental. Et ils l'ont fait plein de fois cette saison. Ils en ont eu des coups derrière la tête, ils ont réussi à s'en remettre, ils en ont repris, ils se sont relevés. Ça, on va compter sur Rulli un peu. Rulli ne jouera pas, je pense. Au Vélodrome, ils ne se sont pas trop déchirés. Leur dernier match au Vélodrome, c'est Lens où ils avaient été très très bons. Donc je pense que la clé du match, ça va être l'ouverture du score. Très bien, ça se jouera d'entrée de jeu. Est-ce que vous imaginez des changements, Hervé, ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de voir selon ce qu'il dit là? Imaginer justement. Ouais, voilà. Mais c'est effectif, la construction de l'effectif, elle nous faire empêche des changements, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas tout déséquilibrer non plus. Moi, j'avais une idée, je le dis, c'est Jacquet en 6 si Rongier n'est pas là. Non, Damien, vous faites la tête, vous n'aimez pas l'idée de Jacquet en 6, il a été formé là, il y a joué pendant sa formation. Pas forcément formé à ce poste, mais il a joué. Dans le système hybride, je vous avais déjà dit une fois, François. Mais comme Zakaria l'a fait avec Monaco un peu. C'est un mec qui. Voilà, exactement. Et pour moi, jouer à 3, c'est intéressant qu'on a ce style de joueur-là. Voilà. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et ben voilà, on va faire ça. Jacquet qui remonte entre les lignes. Non, la prémonition, c'est Glenn Camara titulaire et auteur d'un bon match. Je pense que vous êtes peut-être pas loin de ne pas vous tromper, c'est possible. Si ça se trouve. Parce que Glenn Camara, il paraît qu'on refuse les offres en ce moment, donc j'ai bien peur que ça... Habib Beye cherche de la concurrence maintenant. Ouais. Elliott, là, je vous ai vu faire des grands yeux quand vous avez entendu Glenn Camara. Pas de recul sur ses performances à Camara, donc... Il a tout à gagner. C'est ça. Oui, c'est vrai, il a tout à gagner. Allez. Homme du match, Glenn Camara, victoire du Stade Rennais 1-0 sur un but du Finlandais. Merci messieurs, merci Landry Chauvin. Merci à vous. Merci Elliott, merci Hervé, notre dessinateur à retrouver chaque semaine sur SRO. Merci Damien Martin, à retrouver au micro d'à peu près tous les grands événements vélo et tennis de table de ce pays. Bonne semaine à tous, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici, là, c'est là, notre chaîne YouTube 100% Stade Rennais. Ici Armorique, bonne semaine à tous sur Le lundi, c'est Rosie.